Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Acheter des maisons pour faciliter l'accession à la propriété. Cyril Berdugo, CEO et cofondateur de Lendis. Avec ce 1,5 million, on est allé lever de la dette, où en fait on pouvait obtenir entre 70 et 75% du montant des maisons avec crédit. On a acheté peut-être une trentaine, une quarantaine de maisons avec ces sous-là. Grâce à ces 30 ou 40 maisons, on a commencé à revendre à nos clients au bout de parfois 3 mois, 6 mois, 9 mois, parce qu'on faisait un coaching excessivement intensif. On a commencé à aller vers des institutionnels. Ces institutionnels nous ont dit non, 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 non et non. Cette semaine, nous allons nous pencher sur une start-up en PropTech basée aux États-Unis. J'ai contacté Cyril pour nous aider à décrypter ce gigantesque marché de l'immobilier résidentiel. Nous allons donc aborder des sujets liés à l'accès à la propriété, l'évaluation de la capacité d'emprunt et les 3 principaux standards de scoring utilisés. Nous parlons également des inégalités criantes en matière d'accès à la propriété, en particulier liées au manque de connaissance des primo-accédants. Cyril nous aide à comprendre les dynamiques de marché et les principaux points de friction qui se manifestent. Nous examinons également l'impact de l'évolution des taux d'intérêt sur l'ensemble du marché immobilier ainsi que le rôle de la PropTech dans ce contexte. Bien sûr, nous abordons Lendis, leurs propositions de valeur, mais aussi les financements importants, absolument nécessaires au développement de cette start-up. Nous revenons sur les investisseurs clés qui ont soutenu Lendis dès le départ, notamment Sequoia, mais aussi des investisseurs institutionnels qui ont succédé. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Cyril. Salut Solène, merci de me recevoir. Mais écoute, trop contente de t'avoir sur FinScale pour parler de FinTech aux États-Unis, puisque tu es à New York. Il est quelle heure chez toi? Il est exactement 11h30 du matin. Génial, donc je n'enregistre pas à New York cette fois-ci. Et ravi que tu viennes nous parler de ta boîte, mais avant, j'aimerais que tu te présentes à notre audience, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Alors, j'ai grandi à Paris et j'ai déménagé juste après mon bac pour aller faire mes études aux États-Unis. Et ça fait une quinzaine d'années que je suis à New York. J'adore ce pays, j'adore les États-Unis. Je me vois faire le reste de ma vie aux États-Unis et je bosse dans la PropTech. Voilà, mais avant de lancer ta boîte, qu'est-ce que tu faisais? J'étais en banque d'affaires, puis dans un fonds immobilier. Puis je me suis posé des questions sur le sens de ma vie et je suis allé faire un MBA pour aller réfléchir à ce que je voulais faire un peu plus tard. J'en suis ressorti avec l'idée de monter une boîte en PropTech qui aide des gens à acheter des maisons et à accéder à la propriété. Je suis papa, je suis un mari et j'adore le fait d'être entrepreneur à New York parce qu'il y a beaucoup d'énergie ici. Et tu me disais, c'est hyper positif. Les gens sont toujours de bonne humeur. Correct. Alors parfois c'est un petit peu curieux, on se demande pourquoi les Américains sont toujours de bonne humeur même quand les choses ne vont pas si bien. Mais on s'y habitue et au final l'enthousiasme devient assez contagieux, ce qui est vraiment super. Super, merci beaucoup. Alors on est là pour parler de Lendis, donc comme tu disais dans la PropTech. Alors avant qu'on parle de Lendis, j'aimerais que tu nous dresses un panorama. J'aime bien toujours avoir une première partie d'interview qui est toujours un peu générale sur un thème. Donc j'aurais aimé connaître les principales caractéristiques du marché immobilier résidentiel aux US, que tu nous donnes un petit aperçu et nous donner un petit peu la température du jour. Ouais, avec grand plaisir. Donc aux États-Unis, il y a plus de 300 millions d'habitants, mais c'est vraiment 120 millions de familles. Sur ces 120 millions, il y en a environ 60 à 65% qui sont propriétaires de leurs biens, donc environ 35 à 40% qui sont locataires. Si on regarde ceux qui sont locataires, il y en a beaucoup qui aimeraient être propriétaires, mais qui ne peuvent pas être propriétaires. Ouais. Historiquement, les taux d'intérêt ont vraiment dicté les choses aux États-Unis. Alors, il y a eu des dérives, notamment en 2008-2009, où on pouvait emprunter à tout va avec des super taux. Et puis actuellement, donc depuis la pandémie, il y a 3 ans où les taux étaient pratiquement nuls. En 2022, les taux ont triplé. Donc le marché est assez gelé quant au marché résidentiel, et donc les gens se retrouvent locataires pendant beaucoup plus longtemps. Il y a un manque de maisons également, donc il manque entre 5 et 7 millions de maisons aux États-Unis. Donc toutes les maisons sont excessivement chères, ce qui fait qu'il y a non seulement une pénurie, mais également le fait que les banques n'aident pas les locataires à devenir propriétaires d'une manière qui est différente depuis environ 20 à 25 ans. Donc il y a un énorme manque.
Et alors, les gens font comment? Est-ce qu'ils passent par des courtiers? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils passent directement par les banques? Comment est-ce qu'ils contractent leurs emprunts? Il y a un marché à deux vitesses. Il y a un marché où, en gros, si tu es dans un environnement où tes parents ou bien tes meilleurs amis sont déjà propriétaires, tu as déjà un agent immobilier, tu connais un peu le principe d'obtenir un crédit, et puis tu es sur la voie royale. Et puis, il y a un deuxième système qui est malheureusement excessivement répandu et commun aux États-Unis, où le marché est très compliqué, où si tu as toujours été locataire, si tes parents étaient locataires et si tu n'as pas vraiment accès à une éducation financière, eh ben, tu restes locataire, tu ne réfléchis pas forcément à la prochaine étape, tu ne bosses pas sur ton crédit, sur ton historique de finances, et donc tu te retrouves à ne pas vraiment accéder à la propriété parce que tu penses que ce n'est pas forcément une option pour toi. Et donc, il y a un manque de diversité dans la production des personnes qui ont accès à la propriété. D'accord. En termes d'accessibilité à l'emprunt, est-ce qu'il y a des règles comme ce qu'on peut retrouver avec, je ne sais pas moi, un apport de X% et puis un revenu récurrent qui représente, mettons, 30%, que tu puisses allouer dans ton remboursement? Comment ça se passe? Ouais, super question. L'apport, alors c'est drôle parce que tout le monde pense que c'est environ 20%, mais quand tu essayes d'accéder à la propriété pour la première fois, tu peux avoir un apport de 3 à 6%, ce qui est excessivement faible, Ouais, c'est clair. ce qui évidemment mène à beaucoup de dérives dans le marché de l'immobilier aux États-Unis. La deuxième chose sur les taux, en effet, si tu as environ 40 à 50% d'endettement par rapport à ton salaire, ça peut marcher. Et le troisième, c'est la notion de credit score, qui n'est pas très répandue en France, mais qu'on connaît bien en Angleterre, qu'on connaît bien aux États-Unis, qui est en gros une évaluation de ta capacité à rembourser sur tes emprunts ou sur tes crédits actuels, que ce soit ta carte de crédit ou d'autres choses, qui est évidemment excessivement important. Alors, j'en avais parlé avec Michael Diguet sur l'épisode Algone qui sera publié juste après le tien, donc je ne vais pas tout révéler. Mais j'aurais aimé que tu nous expliques comment ça se passe, parce qu'il n'y a pas d'open banking comme en Europe, aux États-Unis. Donc, comment ça se passe pour calculer? Il y a un crédit de bureau ou est-ce que tu peux toi-même calculer ton score en utilisant des apps? Comment ça se passe? Ouais, il y a trois bureaux principaux qui Mhm. s'appellent Experian, Equifax et TransUnion, qui sont les trois standards que tout le monde utilise. Et donc, tu peux regarder ces trois scores différemment. Et généralement, quelqu'un qui veut te donner un crédit va regarder ces trois scores et va faire une moyenne pondérée de ces trois scores pour déterminer ton crédit. D'accord, parfait. Alors, ça veut dire que quand tu débarques aux États-Unis, que tu n'as pas du tout d'historique, tu vas devoir attendre quelques années avant de pouvoir investir? Correct. Ce qui est absolument loufoque. Un de nos use cases, c'est évidemment le fait de donner accès à un client qui vient d'arriver aux États-Unis à une maison alors qu'il ne pourrait jamais obtenir un crédit par faute d'avoir un historique de crédit score. D'accord. Alors, la PropTech, tu en as parlé, c'est quand même, on va dire, un nouveau type de boîte qui s'est créé ces 10 dernières années. Est-ce que c'est aussi développé qu'en Europe ou c'est débutant? Quel est l'état de la PropTech aux US en ce moment? Il y a eu plusieurs phases de la PropTech aux États-Unis. Donc, si on regarde la PropTech il y a 30 ans, disons, ce sont généralement des boîtes de B2B qui automatisent quelques processus de comptabilité ou bien le fait d'obtenir des candidats potentiels pour venir louer une maison. Et cette première phase a été magnifique. Il y a entre 5 et 10 gros participants qui ont été créés entre les années 80 et 90, qui sont maintenant des boîtes qui sont cotées en bourse. Ensuite, au Comme début qui? des années 2000, Comme qui? Tu peux citer qui? ouais, des boîtes comme CoreLogic ou bien Yardi, MRI, qui sont des boîtes historiques qui marchent toujours très très bien. Il y a ensuite une deuxième phase au début des années 2000 avec un site qui s'appelle Zillow, qui a réussi à démocratiser la valo de n'importe quel bien aux États-Unis Mhm. sur un site internet et qui a commencé à marcher de manière exceptionnelle parce que chaque personne voulait aller voir le prix actuel de sa maison et ça a donné lieu à beaucoup de choses et beaucoup de transparence et visibilité sur les marchés résidentiels aux États-Unis. Et depuis, il y a une énorme phase avec pas mal de business models qui se sont créés autour de financement alternatif ou accession à la propriété. Et la plupart de ces produits-là sont des produits financiers qui sont plutôt risqués. Il y a eu des brokerages également qui ont fait des roll-ups, qui ont un petit peu de tech. Alors, je pense notamment à Compass, Ouais. qui a bien marché aux États-Unis, mais qui au final n'arrive pas à choper une valo
qui est une valo tech, et on pense que c'est plutôt un brokerage. Et donc au final, on se retrouve en 2023 dans un univers où la PropTech a beaucoup de potentiel, mais elle n'a pas forcément tout prouvé dans les 5 ou 10 dernières années, et elle a tout à prouver. Et quand il s'agit d'acheter une maison ou d'obtenir un crédit ou même d'acheter un immeuble commercial, bah, il s'avère que les boîtes qui ont été créées il y a 10, 15 ou 20 ans sont toujours les standards actuels. Et il y a des disparités suivant les États ou pas? Non, c'est généralement la même chose. D'accord. Merci d'avoir fait ce petit état des lieux. Donc Lendis, vous l'avez créé il y a quelques années. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça t'est venu parce que tu étais dans l'environnement, mais comment s'est fait le déclic? Moi, j'aime bien toujours un petit peu les histoires qu'on te raconte, l'épiphanie quand tu conduisais ta voiture ou quand tu changeais la couche de ton enfant, que sais-je? Alors, j'adorais te dire que c'était un moment légendaire où j'étais en train de prendre ma douche, mais la vérité, c'est que c'est toujours une évolution de plusieurs idées qui ont mené à la création de Lendis. Il y a une dizaine d'années, j'étais à New York en train de bosser pour un super fonds immobilier qui achète des gros immeubles de plusieurs milliards de dollars un peu partout dans le monde. Et j'adorais mon job, mais je comprenais que la plupart des choses que j'étais en train de faire, c'était pour rendre quelques familles milliardaires un peu plus milliardaires, en gros. Ça manquait de sens. Et il y a quelque chose qui me déplaisait un petit peu à cette idée. Et donc, j'ai décidé de démissionner de mon job, d'aller postuler en MBA. Et mon essai, ma rédaction pour aller postuler en MBA était j'ai envie d'utiliser ma connaissance et mon amour pour l'immobilier pour essayer de démocratiser l'accès à l'immobilier pour des familles qui ne sont pas milliardaires. Et s'en sont suivis plusieurs années de réflexion personnelle et de recherche sur le marché résidentiel aux États-Unis. Et j'en suis rapidement arrivé au fait que la première création de valeur aux États-Unis pour n'importe quelle famille, c'est le fait d'accéder à la propriété. Et donc, je me suis plongé dans les problèmes qui sont là pour les 35 à 40% de locataires aux États-Unis qui essayent d'accéder à la propriété mais qui ne peuvent pas. L'un des pain points que tu avais identifié et dont tu nous parlais il y a 10 minutes, c'était vraiment cet accès au savoir, en fait, à la connaissance et comment, en fait, bâtir quelque part son dossier et changer peut-être ses habitudes pour se mettre dans un mindset de propriétaire plutôt que de locataire. C'est ça, en gros? C'est exactement ça. Et j'adore que tu définisses ça de manière assez belle. Il y a une partie qui est éducation, connaissance. On s'est très vite rendu compte que aller lire un blog sur Internet ne marchait pas. Et donc, la notion d'être coaché est absolument essentielle. Donc, on a plusieurs coachs au sein de la boîte qui, au quotidien, aident des gens à bosser sur leur dossier, les aident sur leur credit score, sur leur rapport, sur leur ratio d'endettement, pour être sûr de pouvoir obtenir un crédit à un moment. Ce qui est absolument essentiel au sein de la boîte et ce qui est absolument essentiel aux États-Unis. Ouais, et c'est marrant parce que on en a parlé brièvement tout à l'heure avant d'enregistrer. J'avais fait un épisode top avec Kevan Nilforushan, qui est le CEO et le fondateur de Virgile. Et justement, ils ont chez Virgile cette newsletter qui s'appelle Spoon, qui a vraiment vocation à éduquer les gens dans cette accession à la propriété. Alors, moi, je serais intéressée de savoir si le modèle d'affaires que vous aviez au départ en tête, c'est encore celui que vous avez aujourd'hui déployé. Ouais, et juste avant de répondre à cette question, je lis évidemment la newsletter. J'adore Kevan et Saskia, j'adore ce qu'ils font. Ouais. J'ai un énorme respect pour ce qui se passe chez Virgile en France. C'est excessivement pertinent et très complémentaire à ce qu'on fait chez Lendis aux États-Unis. Et avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour. Kevan est exceptionnel sur ton podcast. Le business model, alors bon, la boîte n'est pas qu'une boîte de coaching, qu'est-ce que je viens de définir. En gros, on fait deux choses chez Lendis. On a une partie coaching, donc on aide les gens à avancer vers l'obtention d'un crédit. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on arrive à faire un pari en fait sur l'obtention d'un crédit pour nos clients. Et on fait ça de manière assez spectaculaire. On leur donne un budget et ils vont choisir une maison avec ce budget. On achète cette maison pour eux. Ils emménagent dans cette maison en tant que locataires. Pendant qu'ils sont locataires, on les coach. On continue de les coacher vers l'obtention d'un crédit. Et à n'importe quel moment, ils rachètent la maison après avoir obtenu un crédit. On a monté ça en 2019, quelques mois avant que la pandémie commence. Et on est maintenant dans une cinquantaine de villes aux États-Unis,
On a bien cru. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes tout au long, évidemment, comme toujours et comme n'importe quelle boîte. Mais c'est ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment coaching et une partie où on achète et on revend des maisons à nos clients. Et donc, ton modèle d'affaires, tu gagnes de l'argent quand? On a une holding avec beaucoup de filiales. Donc, on achète et on vend des maisons. Donc, on a un fonds immobilier. Mhm. On a également un brokerage qui prend des commissions sur les transactions. On s'occupe également de la gestion des maisons au quotidien. Et côté client, le coût est uniquement le loyer qu'ils nous payent. Le coaching est gratuit, ce qui est absolument essentiel pour nos clients. Mhm. En fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est de posséder toute la chaîne de valeur de ce qu'on fait. Donc, on achète, on coach, on gère, on revend, on les aide à obtenir un crédit. Et on pense que c'est comme ça qu'on peut créer beaucoup de valeur, c'est en ayant une solution qui marche pour nos clients en s'occupant de tout. End-to-end, top. Alors, tu as parlé de différents intervenants dans la chaîne de valeur. Au final, c'est qui ton persona? C'est une famille ou un couple qui essaye d'acheter une maison mais qui ne peut pas. D'accord. Donc, tu es dans un modèle B2C ou tu fais du B2B2C? Super question. C'est les deux, pour être très honnête. Côté client, c'est assez facile. On a créé une marque. On commence à avoir un peu de réputation dans les villes dans lesquelles on opère. Donc, on a beaucoup de clients qui viennent vers nous directement ou bien des clients actuels qui réfèrent d'autres clients parce qu'ils sont très satisfaits des services qu'on leur donne. On a également une grosse partie B2B2C qui s'opère avec les agents immobiliers et avec ceux qui donnent des crédits au sein des banques. Donc, je vais parler de l'agent immobilier parce que c'est un cas qui est excessivement intéressant. Donc, aux États-Unis, quand tu essayes d'acheter une maison, la première personne à qui tu vas parler, généralement, c'est ton agent immobilier. Et si tu peux obtenir un crédit, super, cet agent immobilier veut bosser avec toi, visite des maisons avec toi et génère une commission sur la transaction. Super. Mais si tu ne peux pas obtenir un mortgage ou un crédit, cet agent immobilier ne veut pas bosser avec toi. Sauf si à l'indice. Si ils envoient le client vers l'indice et que nous, on achète une maison pour ce client-là, l'agent nous représente sur la transaction et génère une commission. Ce qui veut dire qu'en fait, on aide les agents immobiliers à générer des commissions sur les clients sur lesquels ils ne pouvaient pas générer une commission. Donc, on a des super partenariats avec des dizaines de milliers d'agents aux États-Unis qui nous réfèrent des clients tous les jours. Top. Je me demandais, en cas de défaut, c'est-à-dire que si ton client, donc l'acheteur potentiel de ce bien immobilier, fait défaut, perd son emploi, qu'est-ce qui se passe? Tu le supprimes comme locataire? Tu reprends un locataire? Qu'est-ce que tu en fais en fait? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on essaye d'évaluer la raison pour laquelle il s'est passé quelque chose. Et ce qu'on va faire par défaut, c'est leur donner une extension. Donc, on va créer un plan de paiement, on appelle ça, pour leur donner 6 à 12 mois pour récupérer les problèmes qu'ils ont eu. Pendant la pandémie, il s'est passé beaucoup de choses. On a donné des extensions à tous nos clients, ce qui était absolument exceptionnel et ce qui a créé une relation de confiance avec nos clients. La deuxième chose, c'est que pas tout le monde rachète la maison. Et c'est pas un problème. Il y en a qui ne peuvent pas racheter la maison pour des raisons financières, ou bien il y en a qui ne peuvent pas racheter la maison parce qu'ils viennent d'avoir un nouvel enfant, parce qu'ils ont eu un nouveau job dans une nouvelle ville. Dans ce cas-là, on peut soit relouer la maison à un nouveau client, soit la vendre. C'est au cas par cas. Ok. Et le fait que les taux soient remontés, de quelle manière ça vous a impacté, vous? Parce que ça vous a impacté, j'imagine. Alors, ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est que les taux descendent excessivement rapidement et remontent excessivement rapidement. Et au tout début, comme tout entrepreneur, on était très fiers de pouvoir dire, on pense que dans les bons moments en termes de taux et les mauvais moments en termes de taux, on ira bien quoi qu'il arrive. Mais la vraie chose, c'est qu'on n'en avait strictement aucune idée. Ouais. Il s'avère que dans les 18 derniers mois, les taux ont triplé aux États-Unis. Quand les taux étaient excessivement bas, le prix des maisons était excessivement élevé. Et donc les gens venaient vers nous parce qu'ils n'avaient pas forcément l'apport nécessaire pour aller acheter une maison qui coûtait hyper cher. Aujourd'hui, on a un problème qui est différent, qui est que les gens ne peuvent pas forcément payer un crédit qui coûte 7% sur une année. Et donc, les gens viennent vers nous pour ne pas avoir un crédit qui coûte si cher. Et ils veulent avoir un crédit dans 1 an, dans 2 ans, quand les taux vont redescendre. Donc, ce qui est super, c'est que l'indice marche dans les deux cas, quoi qu'il arrive, ce qui est absolument merveilleux. Et honnêtement, il y a quelques années, on pouvait pas dire ça, c'était des supputations. Et aujourd'hui, on peut dire que ça marche. Vous avez fait un stress test, c'est beau quand même. Exactement. Et le mot stress test est très bon parce que le nombre de nuits où je n'ai pas dormi en espérant que tout marche. Alors, on va reparler
reparler des nuits. On va reparler C'est ça le stress. C'est On va ça le reparler stress. des nuits, de tes mauvaises nuits. On va parler du capital, mais avant de parler du capital, qui est fondamental dans votre business, j'aimerais parler de la formation, parce que tu disais que voilà, il y avait vraiment cette volonté de devenir d'accompagner ses clients dans l'accession à la propriété, donc en mettant à disposition des coachs, mais de manière très concrète. Qu'est-ce que vous leur donnez? Tu m'avais décrit ça, c'est pour ça que j'aimerais que tu en reparles. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil concret pour améliorer leur credit score? Ouais, super question. Il y a une centaine de data points qui sont essentiels pour savoir si quelqu'un peut aller obtenir un crédit. Quand on reçoit un dossier, on fait une évaluation sur ces 100 critères et on voit là où on peut aider les personnes à accélérer vers l'obtention d'un crédit. Chaque programme et chaque coach personnalise le programme pour chaque client. Donc, je vais donner quelques exemples. Il y a des clients qui doivent avoir un peu plus d'apport. Pour ces clients-là, on fait des budgets et tous les mois, on fait en sorte de revoir le budget pour être sûr que les personnes ont économisé un petit peu plus pour leur apport. Pour ceux qui doivent augmenter leur credit score, on a des recommandations qui sont très précises, où nous, on a des algos qui aident à faire des prédictions sur le futur credit score d'un client selon ce qu'ils font à n'importe quel moment. Donc, on peut leur dire qu'il faut qu'ils repayent leur credit card un petit peu plus ce mois-ci que ce qu'ils ont fait auparavant. Ou bien, il faut qu'ils aillent faire en sorte de payer des factures qui n'ont pas été payées auparavant. Chaque chose est excessivement guidée et personnalisée. Ça, c'est absolument fondamental. Je veux parler de deux choses ici. Il y a une partie qui est data, c'est-à-dire qu'il y a une automatisation qui est faite au tout début quand on traite le dossier. Tu as accès à son compte ou pas? Tu accèdes au compte? D'accord. On accède au compte, on accède à l'historique de crédit, on accède à ce qui nous est donné par les bureaux de crédit, donc Experian, TransUnion et Equifax. On accède à tout ça pour le bénéfice du client. Et c'est nous qui payons tout ça. On veut absolument pas que le client paye quoi que ce soit, parce qu'on veut que chaque dollar que le client a aille vers le fait de repayer des credit cards pour augmenter son credit score, ou bien vers l'apport nécessaire pour obtenir un crédit. Donc, la première partie, c'est l'automatisation qui est excessivement importante pour qu'on puisse donner les bons conseils. Mais c'est pas tout, parce qu'on pense qu'il y a une partie qui est absolument nécessaire, qui est que tous les mois, on fait un call avec notre client pendant au moins 30 minutes pour revoir tout ce qui s'est passé et pour créer un plan pour le prochain mois. Et en fait, entre l'automatisation et la personnalisation, il se passe des choses qui sont assez magiques. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'opérer avec chaque client, ce qui est excessivement important. Vos coachs sont in-house ou vous sous-traitez dans des centres tiers? On possède toute la chaîne de valeur, tout est in-house, ce qui rend la boîte excessivement complexe, mais c'est comme ça qu'on crée le plus de valeur. Et le taux de transformation des clients qui deviennent propriétaires, il est de combien? Entre 60 et 80%, généralement. Et ça dépend du taux des crédits. Donc, quand les taux sont bas, beaucoup rachètent directement. Ouais. Quand les taux sont un petit peu plus élevés, il y en a qui attendent et les rachètent plus tard. Au bout d'un an? Au bout de combien de temps? Temps moyen, c'est 1 an et demi. Top, hein, c'est vachement bien ça. Génial, hein, bravo. Alors, écoute, on attaque la partie capitale, parce qu'on a vu plein d'infos, plein de super articles sur Lendis, avec plein de super business angels hyper connus qui sont rentrés au capital. Et en effet, pour pouvoir acheter autant de maisons, il faut vachement de capital. Alors, soit de l'equity, soit de la dette. Comment est-ce que vous êtes structuré chez Lendis? Ouais, très bonne question. On a une holding, et cette holding a comme investisseurs des fonds de venture capital, Sequoia, Google et quelques fonds de private equity. On a également des fonds immobiliers qui sont dans des filiales pour acheter des maisons. Cette partie-là est de très loin la plus dure. Aller financer des maisons sans track record, c'est-à-dire sans historique d'achat de maisons et de revente de maisons, c'est quelque chose qui m'a empêché de dormir pendant pas mal de temps, pour être très honnête, Solène. Comment est-ce que vous avez décidé? Parce que donc, quand c'est du VC et avec les fonds que tu as cités, on comprend comment ça peut se faire. Quand c'est de la dette pour des montants aussi élevés que ceux que vous avez élevés, comment vous avez fait votre plan? Est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que tu as fait du door-to-door? Enfin, ça s'est passé comment? Au tout début, on a commencé à parler à quelques-uns de nos angels qui nous ont financés au niveau de la holding et on leur a demandé s'ils voulaient investir dans le fonds immobilier. Les tickets moyens étaient de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Or, une maison pour nous coûte environ 250 000 $. Donc, on a fait du porte-à-porte et on a fait des calls du matin jusqu'au soir avec des centaines et des centaines d'investisseurs pour aller choper des chèques de quelques dizaines de milliers de dollars. Et ça, c'est 2019 et 2020.
où on a commencé à lever entre 1 million et 1,5 million comme ça. Puis avec ce 1,5 million, on est allé lever de la dette, où en fait on pouvait obtenir entre 70 et 75% du montant des maisons avec crédit. On a acheté peut-être une trentaine, une quarantaine de maisons avec ces sous-là. Grâce à ces 30 ou 40 maisons, qu'on a commencé à revendre à nos clients au bout de parfois 3 mois, 6 mois, 9 mois, parce qu'on faisait un coaching excessivement intensif, on a commencé à aller vers des institutionnels. Ces institutionnels nous ont dit non, 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 non et non. Donc, au lieu d'aller vers des chèques de 5 à 10 millions, ce qui était le but, on est passé de chèques de $40,000, $50,000 à $200,000, $300,000. C'est comme ça qu'on a levé 5 millions, puis 7 millions. C'était un travail absolument acharné. C'était des nuits pendant lesquelles, honnêtement, j'ai pas vachement dormi parce qu'on commençait à faire des calculs de trésorerie. On voyait qu'on achetait un petit peu trop de maisons par rapport à ce qui se passait. La pandémie en 2020, évidemment, a été très compliquée parce que notre banque a arrêté de nous prêter des sous, ce qui était le cas pour la plupart des banques aux États-Unis parce qu'il y avait trop d'incertitudes dans les marchés. Puis en 2021, il y a eu une bulle immobilière où le prix des maisons a augmenté de 15 à 20%, parce que tout le monde essayait de déménager dans des villes dans lesquelles nous on opère, venant de New York ou de San Francisco, parce que les gens commençaient à bosser de la maison. Et c'est vraiment en 2021 et au début 2022 qu'on a commencé à débloquer ça, parce qu'on avait commencé à revendre à nos clients quelques centaines de maisons. Et on a commencé à avoir des sociétés d'assurance et des fonds de private equity qui se sont intéressés aux fonds immobiliers. Et c'est là qu'on a commencé à débloquer tout ça. Mais entre 2019 et vraiment le début 2022, c'était excessivement compliqué. C'était investisseur par investisseur, dollar par dollar, avec beaucoup de problèmes de trésorerie. Sequoia est rentré au capital à ce moment-là. Il nous a vachement aidés. On a une relation exceptionnelle avec Sequoia. Et en 2022, il y a Google qui est rentré au capital, qui nous a débloqué pas mal de choses également avec des introductions qui ont été faites, qui ont été déterminantes. Super, bah bravo. Quel parcours du combattant. T'as pas dû beaucoup voir tes enfants. Cyril, comment on pitch une assurance versus un fonds de VC? Alors, j'ai fait un épisode il y a quelques semaines qu'on peut réécouter avec Hexagone Finance qui nous a parlé de ça. Moi, j'aimerais avoir un petit peu ton son de cloche côté avec entrepreneur. Grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, je vais parler de la partie VC d'abord. Je pense que la partie VC, c'est avant tout un monde de relations entre l'entrepreneur et l'investisseur. On pitch pas vraiment un fonds de VC, on pitch un investisseur. On pitch une personne qui a un bon feeling sur l'entrepreneur au tout début, avec une bonne idée, une taille de marché assez intéressante. Ce que les investisseurs aiment bien, surtout aux États-Unis, c'est le storytelling et la go-to-market. Donc, si tu as un bon storytelling, une bonne go-to-market, au tout début, en seed et série A, je pense que tu peux pas mal t'en tirer. Ensuite, à partir de la série B, ça commence à devenir un peu plus financier. Les unit economics sont excessivement importantes. Mais je pense qu'au tout début, c'est une relation entre l'investisseur et l'entrepreneur sur le storytelling. Côté fonds d'assurance, c'est beaucoup plus froid. Ça n'a rien à voir avec la personne, l'entrepreneur ou l'équipe, je pense. Un petit peu, mais pas autant. Et je pense que c'est vachement plus financier, c'est un calcul. Les sociétés d'assurance doivent déployer des centaines de millions très souvent. Et donc, la plus grande question, c'était est-ce que vous allez réussir à déployer et à investir plusieurs centaines de millions si on vous les donne. Et donc, la plupart de leur diligence a vraiment été sur le fait de pouvoir scaler. Ouais. Et ça, ils ont fait comment? Comment est-ce qu'ils peuvent s'assurer de ça? Parce que vous êtes quand même assez jeune, il n'y a pas beaucoup de track encore. On leur a montré le nombre de personnes qui postulaient pour le programme chaque mois et la sélection qu'on faisait. Donc, c'était déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui postulaient par mois et on sélectionnait les dossiers sur lesquels on voulait bosser. Et on leur disait, en fait, c'est une question de risque. Si on veut bosser avec beaucoup plus de personnes, c'est notre choix. Bien. Eh ben, ça vous aime et nous, tout ça? L'indice va bien. On a déjà beaucoup de chance. Ce qui est incroyable, c'est que dans les 3-4 dernières années aux États-Unis, avec la pandémie, la bulle immobilière, les taux qui ont augmenté, c'est un marché qui a été excessivement compliqué et beaucoup de boîtes ont jeté l'éponge. Alors, il y a beaucoup moins de compétiteurs, ce qui est vraiment super pour nous. Et le but, c'est de continuer à faire exactement ce qu'on fait. Donc, notre mission, c'est de guider n'importe quelle personne vers l'accès à la propriété. On reste là-dessus, on ne va jamais dévier de cette mission. On est dans une 50aine de villes aujourd'hui aux États-Unis. Et le but, c'est de croître et d'aller dans plus de villes. Formidable. Écoute, c'était hyper intéressant. On a vraiment senti à quel point vous aviez quand même galéré ces dernières années. C'est bien que vous puissiez un peu souffler.
Quel livre tu nous recommandes pour clôturer l'épisode ? Ou Alors, autre chose, j'adore- ou autre chose, ou autre chose. J'adore Ben Horowitz. Je ne sais pas si tu connais Ben Horowitz. Je me moque de toi. J'ai écouté tellement de tes podcasts où T'aurais la pu me réponse dire était Ben Horowitz. Peter Thiel ou sinon t'aurais pu me dire Stéphane Zweig. Et je vais te donner mon livre préféré de très loin, qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie, de Viktor Frankl. Ah ouais, Ah, tout à fait. Viktor Frankl, qui est un juif autrichien qui est déporté à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale et qui réfléchit à ce qui peut le garder en vie grâce au fait de réfléchir à une idée future qui pourrait être un petit peu plus optimiste que le calvaire dans lequel il est. Ouais, je l'ai lu. C'est hyper poignant. C'est hyper poignant et en fait, en lisant le livre, on comprend qu'on est quelque peu forcé de réfléchir au sens de sa propre vie. Et donc, la raison pour laquelle je recommande ce livre, c'est que pour moi, il y a eu un avant et un après de la lecture de ce livre. Top. Merci pour cette source d'inspiration, Cyril. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci Salut. Solène, à très vite. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.